Et dans la suite de l'analyse de Charles Quenier, certes on faisait le point de chute avec notamment la Mauritanie, même si dans une certaine approche, dans une certaine démarche américaine, on surfe notamment sur l'hypothèse d'une réorganisation du côté du Tchad, mais on a clairement vu ces derniers temps un très fort rapprochement tout d'abord de N'Djamena avec la Russie, mais également avec les trois États de l'AES, qui n'est pas encore le cas, notamment avec la Mauritanie, qui vient d'ailleurs de prendre la présidence de l'Union africaine. Alors est-ce que cette démarche, du moins le point de chute annoncé pour la Mauritanie, serait finalement le repli stratégique pour les États-Unis? Vous savez, la volonté de se rapprocher de la Mauritanie des États-Unis n'est pas nouvelle. Déjà en milieu d'année dernière, l'OTAN annonçait qu'elle devait avoir une coopération stratégique avec la Mauritanie. Ça veut dire qu'en fait la Mauritanie, c'est le point de rabattement des armées de l'OTAN. Alors, ça amène à une question. Pourquoi la Mauritanie? Il faut noter que la Mauritanie a une anthropologie particulière. Une anthropologie particulière parce que la Mauritanie était noire. C'est en Mauritanie qu'on trouvait les morts. Les morts qui étaient des musulmans noirs, un royaume musulman noir, qui étaient essentiellement ce qu'on appelait les berbères. C'est des berbères. Et c'est eux qui ont colonisé jusqu'à l'Andalousie, avec la dynastie, le mouvement almoravide. C'était un mouvement, ce n'était pas une dynastie au sens classique du mot des empires comme en Europe là, quelqu'un dit qu'il est de sang roi, de sang bleu, un sang sacré, non. Donc le mouvement almoravide s'était constitué un peu après le 8e siècle, donc juste au début de l'islam, et a réussi à se constituer comme étant une véritable puissance. Et les Almoravides, les rois almoravides, se sont déployés sur l'ensemble du Maghreb et ont islamisé une partie, le sud de l'Europe, particulièrement l'Andalousie. Ils travaillaient avec les Omeyyades, les Ben Omayya, qui étaient du côté de la Syrie. Donc, voilà comment ils ont réussi à islamiser cette zone. Et c'était ces Noirs qui étaient dans le mouvement musulman. Ils étaient une caste d'intellectuels. C'est eux qui portaient le mouvement culturel. Pourquoi nous revenons là-dessus? Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nos connaissances en islamologie nous ont fait comprendre beaucoup de réalités. Le monde arabo-musulman, le monde arabe, n'a pas une histoire artistique particulièrement riche. Hormis quelques poésies qui étaient chantées, le monde arabe est dominé par la violence. C'est un monde de violence. Et si Muhammad a créé cette religion qui s'appelle paix, islam, paix, c'était essentiellement parce qu'il fallait pacifier les relations entre les gens. Des gens extrêmement violents. Pour reprendre l'historien Al-Islahi, qui est enseignant à l'université de Jeddah, il dit que les Arabes n'ont que 3 valeurs. L'honneur, la rancœur, la rancune et la bravoure. 3 valeurs. C'est Al-Islahi qui le dit, hein. Il connaît mieux les Arabes que moi. Il dit que eux-mêmes, dans leur texte historique, ils disent qu'ils n'ont que 3 valeurs. L'honneur, la rancune, la bravoure. Honneur, rancune et bravoure. Au nom de l'honneur, un Arabe, quand il épouse une femme, il l'embellit comme un pot de fleurs. C'est dans les textes d'Al-Islahi que j'ai découvert ça. Dans les textes d'Al-Islahi, encore, j'ai découvert que pour l'Arabe, la rancune, si tu as touché à son frère, il doit te tuer, ou bien il doit te faire aussi du mal. La bravoure, il doit mourir l'épée à la main en vengeant son frère. Les 3 valeurs s'articulent. Et d'ailleurs, l'honneur, il sauve son honneur sur le champ de bataille. La razzia était normale dans la vie arabe. Donc, c'est une culture extrêmement violente. La partie civilisée de l'Arabie, c'est le Yémen. Le Yémen est
une terre noire. Le Yémen est une terre noire. C'est très intéressant parce que les ancêtres de tous ceux qui disent qu'ils sont arabes dans le Maghreb viennent du Yémen. C'est le clan Banu Makil. C'est eux qui ont peuplé cette zone. Les Banu Makil sont à la base des Noirs. Dans la colonisation ou du moins dans la colonisation de l'espace de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, il y a eu un métissage entre les Berbères et les Yéménites. Je préfère parler comme ça. Se dit arabe, ça ne veut rien dire. Il y avait le Hijaz. L'arabe, ce n'est qu'une langue. Il y avait le Hijaz, et il y avait le Hejaz, et il y avait le Yémen. Et les Yéménites parlent aussi l'arabe. Donc, les Yéménites qui sont arrivés dans le Sahara ont trouvé les Berbères qu'ils ont colonisés. Lorsque les Français colonisent l'espace qui est dominé par les métis berbères et yéménites, parce que les Banu Makil avec les Banu Hassan, qui sont en fait l'ethnie dominante, le sous-groupe dominant depuis le Maroc jusqu'à parce que de l'autre côté, c'est toujours un clan Makil qui est toujours là-bas. C'est les Algériens. Les Algériens, c'est la même famille, c'est le même groupe ethnique. Mais du Maroc jusqu'en bas, là, c'est toujours des Yéménites, jusqu'en Mauritanie. Les Français vont trouver une population qui s'est considérablement métissée avec les Arabes du Hejaz, qui sont blancs. Surtout qu'il s'est produit un génocide du côté de l'Arabie avec un blanchiment de la population du Hejaz. Donc, ces Arabes qui sont revenus, Yéménites et Hejaziens, vont donc avoir une population blanche qui va elle-même se structurer. Il y a les marabouts, il y a les imams, donc les familles de marabouts, les familles d'imams, les familles de prieurs, les familles d'exégètes. Ça va créer des castes au sein de la société. Et ces castes, la colonisation française va l'utiliser pour mieux asseoir son pouvoir. C'est comme ça que Mokhtar Ould Daddah va être désigné dans une caste maraboutique. On le sort d'une caste maraboutique pour en faire le président à l'indépendance de la Mauritanie. Cette connaissance anthropologique est très importante parce qu'elle vous permet de comprendre ce que c'est que la Mauritanie. C'est un pouvoir assis sur une organisation profondément raciste. Parce que tout le mouvement que nous avons décrit de Banu Makil, à l'époque, avant 1900, dans les années 1800, n'avait pas encore la consonance d'une action raciste parce que l'esclavage était pratiqué vers les populations qui n'étaient pas musulmanes. C'était un moyen de pression. Donc, les Yéménites noirs, les Berbères noirs et les Hejaziens qui se mixaient, puisqu'ils étaient tous musulmans et qui se différenciaient essentiellement dans les castes au sein de cet appareil, comme le président a dit tout à l'heure, eschatologique, ça ne paraissait pas être, ce n'était pas du racisme. Mais il va se produire quelque chose. Lorsque les Français vont arriver, ayant créé une scission entre le noir et le blanc, et d'ailleurs l'esclavage, parce que l'esclavage européen, ayant créé une scission entre le noir et le blanc, les populations et les castes qui s'étaient créées vont également davantage asseoir leur autorité sur de nouvelles castes, cette fois-là raciales.
Comme ça qu'un pouvoir va se dégager avec au sommet des Blancs et en dessous des Noirs. Alors, ce rappel historique, Jonathan, il nous permet de nous situer autour de cette démarche qui est en train de se mettre en place au son du Sahel. Il n'y a pas encore terminé. Maintenant, vous allez voir la composition sociologique de la population. Vous avez ceux qui ne sont pas musulmans, qu'on respecte, hein. On les respecte. Ceux qui sont musulmans et qu'on respecte, c'est les populations noires, Wolof, Peul, Soninké. Très respectées. Parce que n'ayant jamais été esclaves. Vous avez les anciens, les descendants des esclaves qui continuent dans l'esclavage aujourd'hui en Mauritanie. Vous savez combien de personnes, combien de Banois Sanya en Mauritanie? Il y a moins de 15% de population banoise. C'est un territoire de 4 millions d'habitants. Sur 1 million de kilomètres carrés. Bon, la majorité du territoire, c'est un désert. Il y a beaucoup de pétrole. Vous avez donc une minorité blanche qui se retrouve à la tête d'une majorité noire. Il faut noter que si on s'en tient à l'histoire officielle de l'humanité, depuis le 19e siècle, l'esclavage est réputé avoir été aboli sur la terre. D'ailleurs, on explique ça aux enfants. On dit vraiment, ça fait des siècles qu'on a aboli. La Mauritanie est un des pays où l'esclavage est ambiant. Je ne dis pas que les gens travaillent dans des conditions dignes de l'esclavage, c'est-à-dire ressemblant. Je dis système existant, l'esclavage. Il y a des gens qui naissent esclaves, meurent esclaves, et leurs enfants naissent esclaves, meurent esclaves en Mauritanie. La France protège ce système parce que ça lui permet de contrôler cette vaste étendue de terre. La France protège ce système et renforce l'idée raciste derrière, en faisant de la Mauritanie un pays du Maghreb. Un pays où la majorité de la population, je vous ai dit, est comment? Noire. À 85%. La France dit c'est un pays du Maghreb. La Mauritanie est membre de l'UMA. Islamique. Vous allez voir encore même des choses. Pays du Maghreb et islamique. Islamique. Parce que quand la Mauritanie accède à l'indépendance à partir de 1958, la Mauritanie est une république islamique. Vous allez voir pour quel point. La Mauritanie utilisait le franc CFA. Mais en 2001, la Mauritanie a décidé de sortir du franc CFA. On n'a rien fait à la Mauritanie. Rien. Même pas une action pour saboter son économie. Rien. Encore moins sa monnaie. C'est bizarre. Tandis que Sékou Touré avait seulement dit non. Haïti, paye jusqu'à aujourd'hui. Haïti, paye jusqu'à Haïti, pour s'être émancipé de la France, Haïti jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont même fait d'Haïti désormais un cas d'école de déstabilisation. Haïti ressemble au Centrafrique autrefois, en Afrique centrale. Au nom des droits de l'homme, de la démocratie. Président, c'est là où je voulais arriver. Voilà un pays qui pratique l'esclavage. Vous avez vu les États-Unis quand le général Langley est allé là-bas pour causer avec le chef d'État, avec le représentant de l'état-major, s'inquiéter que ce pays a des problèmes de droits de l'homme. Dans le silence. Non, on oublie. Les droits de l'homme, c'est pas pour la Mauritanie. C'est un allié. Quand on est allié, comme le président expliquait tout à l'heure, les alliés ont le droit de vie et de mort sur les autres. Être allié des États-Unis, c'est appartenir à une classe spéciale. Mais vous savez qui sont en fait les vrais alliés de la Mauritanie? C'est les sionistes. Parce que la Mauritanie est l'un des alliés stratégiques
du Maroc. Or, qui tient la monarchie marocaine? C'est Israël. Alors, Jonathan, si c'est le cas, pourquoi est-ce que dans la démarche, notamment d'occuper cet espace stratégique, la France, encore moins les États-Unis, n'ont pas pensé très tôt de pouvoir installer leur base militaire en Mauritanie? Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Non. Il y a un élément que peut-être cet élément vous échappe. Ce qu'on appelle le Sahel s'appelait le Soudan. Nous sommes dans une autre perception géopolitique. Ce que nous appelons le Sahel s'appelait le Soudan. Qui vous a dit qu'avant on disait Mali? C'était Soudan français. Et Soudan, c'était la terre des Noirs. Ils ont inventé cette typonymie pour justifier la récupération du concept mauritanien en disant que c'était Bilal el-Bedan. Mais prenons donc les choses comme c'était. Prenons que c'était Bilal el-Bedan. Mort veut dire quoi? Mort veut dire noir. Comment tu peux être un mort blanc? Il y a un noir blanc. Ça veut dire quoi? Mais aucun hasard dans cette histoire. Il est très, très important. On veut, sur le plan local, endogénéiser une population étrangère, qu'on sait d'ailleurs qu'elle n'est pas majoritaire et à qui on veut donner le pouvoir sur des bases racistes. À qui on a donné? À qui on donne le contrôle d'une partie stratégique du Sahara. Vous savez, le grand problème du Sahara, nous, on est toujours là, on considère le Sahara. Vous savez comment on appelait le Sahara? Le Sahara s'appelait au XIIe siècle le désert de Barbarie. C'est comme ça qu'ils appelaient le Sahara, le désert de Barbarie. Vous savez ce qu'on disait du désert de Barbarie? Quand le roi malien de Gao décide d'aller rendre visite à la cour d'Espagne, sur son chemin, d'après les textes que nous avons consultés, sur son chemin, chaque fois qu'il demandait un renseignement, il donnait à la personne l'équivalent d'un lingot d'or. Et quand il est arrivé à la couronne d'Espagne, les bijoux qu'il a laissés, c'était à l'époque des morts. Les bijoux qu'il a laissés étaient l'équivalent de 2 années de réserve d'or de la couronne d'Espagne. Et c'était un cadeau. Et on dit que ces chariots étaient tellement remplis d'or que quand il rentrait, il était obligé d'en donner à ceux qui lui accordaient l'hospitalité. Donc pour eux, le désert de Barbarie était un espace incommensurable de richesse. Le problème du Sahara occidental avec le Maroc, c'est quoi? C'est les richesses stratégiques du Sahara. On a donc mis une enclave sous contrôle d'une minorité, une oligarchie barbare, raciste, pour le compte de l'Occident. Israël, c'est quoi? La lettre des sionistes à Chamberlain, ils disent à Lord Balfour, ils disent quoi à Lord Balfour? Nous allons être nous allons être les représentants, non, ils disent un point avancé du contrôle de la région pour le compte de la couronne britannique. C'est les sionistes qui écrivent leurs lettres. Ils disent ça à Lord Balfour avant qu'ils ne prennent le fameux accord Balfour. La même chose va fonder la Mauritanie. Les Français construisent cet espace géopolitique qui va leur permettre de contrôler les ressources du Sahara. Pourquoi? Parce qu'il y a un contentieux entre l'Algérie et le Maroc sur la question du Sahara occidental. La France, elle veut maintenir un contrôle dans cette zone du Sahara et redescend pour contrôler les zones qu'on appelle aujourd'hui le Sahel. Tout ça était sous contrôle français. En fait, en d'autres termes, la Mauritanie ne signe aucun accord avec les États-Unis. La France, et vous avez suivi le général Burkhardt. Le général Burkhardt a dit désormais nous allons
co-exploiter les espaces avec les États-Unis. La France appelle les États-Unis sur un territoire qui lui est acquis. C'est la France qui donne à la Mauritanie, qui donne aux États-Unis le droit de s'installer avec l'OTAN sur le territoire. C'est pourquoi nous avons précisé qu'il y a de cela quelques mois encore, c'était l'OTAN qui en discutait. Maintenant, la France dit, puisqu'on vous chasse à côté, mais revenez chez nous. Nous avons quelques esclavagistes ici qui peuvent vous aider. C'est les cousins, c'est les frères, c'est notre activité. On va contrôler cette zone et on va les déstabiliser. La Mauritanie n'a-t-elle pas toujours joué le rôle de déstabilisateur dans la région? Est-ce que c'est officiellement connu, Jonathan? La Mauritanie a toujours joué ce rôle. Vous savez, même quand le Mali a commencé à sécuriser ses frontières, on a vu quand même comment on a vu la Mauritanie nous annoncer que l'armée malienne. Oui, mais après, dans le trajet pris notamment par les terroristes, dans leur repli stratégique, la Mauritanie était parfois utilisée comme étant des espaces de repli stratégique. Heureusement, vous avez toute leur stratégie. Donc, la Mauritanie aujourd'hui, qui est à la frontière avec le Mali et l'Algérie, je précise, avec le Mali et l'Algérie, et vous savez que l'Algérie, malheureusement, a joué un rôle trop via ses accords avec les services de renseignement français pour déstabiliser le Mali. Et la Russie vient de rappeler à l'Algérie de se comporter sérieusement dans la question du terrorisme avec le Mali. Tout à fait. La Russie vient de le rappeler clairement. Rappelez cela, président, vous n'étiez pas en antenne tout à l'heure. Je vous dis que la Russie vient de rappeler ça clairement au Mali, de dire que de jouer franc jeu sur la question du terrorisme avec le Mali. Voilà. La Russie l'a signifié clairement à l'Algérie. Demain à l'Algérie. Voilà. Donc tous ceux qui s'asseyent là, qui partent pour des intérêts primaires, hein, nos anciens amis qui venaient ici pour dire des bêtises, maintenant quand les vraies choses comment elles ont disparu, moi l'élégance et la pudeur m'interdisent d'appeler le nom d'une femme en son absence. On va se comprendre. Quand on a été malhonnête, il faut se taire. C'est mieux. Pas chercher à s'agiter. Nous avons toujours été, nous les panafricanistes, du côté de l'Algérie. Mais on ne tolère pas n'importe quoi. Qu'un État qui a eu son indépendance avec l'appui de plusieurs de ces pays africains commence à jouer le jeu de l'impérialisme au nom de l'amitié, non lui de la vérité. Quand l'amitié s'arrête, on lui dit la vérité. Maintenant c'est clair. Tout à fait. Sur la question, je devrais de pour faire les liens. Tout à fait. Jonathan. Donc, vous avez donc cette frontière qui peut être utilisée, et on a vu l'imam Diko faire un repli où il a eu un titre honorifique, hein, mais un titre pas des moindres. Je ne sais pas si dans l'islam ce titre vaut ouverture des portes du ciel. Grand conseiller de la mosquée d'Alger. Hein, vous savez, à une certaine époque, on pouvait dire à Bokassa, tu es empereur. On aurait ri, on dirait c'est Bokassa à l'époque. Mais aujourd'hui encore, on dit à quelqu'un, tu es grand conseiller d'une mosquée. Poste créé. Et il s'en gargarise. Utilise ce statut pour penser la déstabilisation. On va y arriver sur le Mali. Quand vous connaissez ce qu'a fait l'imam Diko, que vous vous souvenez que des partis politiques se sont réunis autour de lui pour faire ce qu'ils ont fait il y a quelques jours, on va revenir là-dessus. Je vous en prie, restons sur le cas de vous la comprenez qu'en fait, le rôle de l'OTAN, c'est d'utiliser la Mauritanie, puisqu'ils ne peuvent pas avoir un lien direct avec l'Algérie, mais d'utiliser la Mauritanie comme levier pour discuter avec les terroristes qui sont actuellement logés au sud-est de l'Algérie et qui pourraient être cette fois-là à nouveau réarmés dans le cadre d'une confrontation avec l'armée malienne. La Mauritanie est en train de se poser comme la base arrière des terroristes. Ce n'est pas les États-Unis en tant que l'État. C'est l'État, en tant que l'État que les gens respectent. C'est les États-Unis en tant que sponsor des terroristes avec la France qui actuellement veulent utiliser la Mauritanie. C'est pourquoi pour nous, le message doit être clair. Oui. Nous appelons les populations mauritaniennes. Parce qu'il y a quelque chose, c'est comme... Peut-être que c'est la démographie. Et d'ailleurs, là-dessus, on se pose des questions. Pourquoi la démographie mauritanienne est toujours aussi faible?
Alors qu'on sait que même dans l'islam, le mariage, la polygamie est autorisée. Et que nos frères, nous sommes quand même des noirs. Nos frères noirs, parfois aussi, ils jouissent de tous ces privilèges qu'offre l'islam. Eux, ils ne se privent pas de cela. Mais comment se fait-il qu'il y ait toujours une population aussi faible? Ça amène à s'interroger. Est-ce qu'il n'y aurait pas des politiques de dénatalité vis-à-vis des Noirs dans ce pays-là? Donc, nous appelons nos populations, nos frères noirs là-bas, à se lever comme un seul. Nos frères Wolof, nos frères Peul, nos frères Soninké, à s'unir avec tous ceux-là qu'on considère comme les anciens. Ça ne veut rien dire, descendants d'esclaves. C'est une connerie, c'est une chimère. Il faut traverser ces barrières sociales et s'unir comme un seul pour renverser cette oligarchie soutenue par l'impérialisme états-unien. Merci à vous, Jonathan. On va rapidement entre nos amis dans le grand Zoom. Je préfère d'abord démarrer avec vous. Général Issa Diawara, on a suivi avec beaucoup d'intérêt l'analyse de Fadi Charlie Kenyé, non, de Jonathan Batengene, c'est tout comme. Alors, la question reste et demeure, pourquoi